Ce cours traite des changements dans la population du Bas-Canada. Dans les concepts importants, donc la quarantaine, qu'est-ce que c'est une quarantaine? C'est quand on va isoler des personnes qui pourraient être susceptibles d'être malades. Et un autre concept, le choléra. Mais qu'est-ce que c'est que le choléra? C'est une bactérie qui vous rend très malade. Vous êtes invité à voir et apprendre les définitions dans le manuel. À partir de 1763, lors de la proclamation royale, l'immigration en provenance de la France est interdite. Désormais, tous les immigrants viennent de l'Empire britannique. La Révolution américaine amènera son flot de loyalistes dans la colonie du Bas-Canada. Mais désormais, on va avoir des vagues d'immigration britannique. Ces loyalistes s'installent principalement dans les cantons de l'Est, à Montréal et dans l'Outaouais, dans le coin de Ottawa, Hull et Gatineau. À partir des années 1820, il va y avoir plusieurs vagues d'immigration britannique en provenance de l'Angleterre, de l'Irlande et de l'Écosse. La situation économique en Europe, dans l'Empire britannique, principalement en Écosse et en Irlande, est particulièrement difficile. Donc, pour fuir la pauvreté, le chômage et la surpopulation des villes, le manque de terre dans les campagnes et la famine, plusieurs Britanniques vont émigrer au Bas-Canada. En 1840, il y a une grande famine en Irlande. Les paysans irlandais étaient assez pauvres et se nourrissaient principalement de la pomme de terre. Bien entendu, ils cultivaient des légumes, ils faisaient de l'élevage pour la viande et ils exportaient ces produits-là. Mais en 1845, il y a un champignon qui s'attaque aux pommes de terre et qui ruine totalement la récolte. Cela va provoquer la grande famine. Les paysans qui ont plus de nourriture pour survivre n'ont pas assez d'argent pour payer leur rente aux propriétaires. Donc, ils doivent payer la location de leur terre, mais à cause du champignon qui détruit les récoltes, ne sont pas capables de payer. Les propriétaires vont donc les expulser. Il y en a plusieurs qui vont aller dans les villes, mais le chômage est très élevé. La population irlandaise était ruinée, affamés et malades. Pour fuir les conditions pénibles, il y en a plusieurs qui vont décider de quitter leur pays pour aller vivre en Amérique. Le Canada devenait en quelque sorte une terre pleine de promesses. En 25 ans, on constate que c'est environ 500 000 immigrants qui vont arriver au Canada en provenance principalement d'Irlande et d'Écosse, un petit peu d'Angleterre également. La très grande majorité demeure tout de même irlandaise. C'est une des raisons pourquoi on fête la Saint-Patrick. Lors de la traversée de l'Atlantique en bateau, plusieurs Irlandais sont malades sur les bateaux. Ils amènent avec eux une vieille maladie qui fait rage en Europe, le choléra. Cette maladie est très contagieuse et se propage rapidement. C'est pourquoi le gouvernement du Bas-Canada va installer une zone de quarantaine pour les nouveaux immigrants. Cette zone de quarantaine est à Grosse-Île, c'est-à-dire une île près de Québec. Les arrivants doivent débarquer là-bas et attendre 40 jours avant de pouvoir intégrer la population du Bas-Canada. Comment s'appelle l'île de la quarantaine? L'île de la quarantaine s'appelle Grosse-Île. L'immigration n'est pas la seule raison des changements démographiques au Bas-Canada. Un taux de natalité très élevé chez les Canadiens et un taux de mortalité inférieur à celui du taux de natalité fait en sorte qu'il y a une augmentation de la population. Lors du cours précédent, on a vu qu'il y avait une crise agricole dans le Bas-Canada. Et cette croissance-là, jumelée à l'immigration, va aggraver cette crise agricole. Les terres qui sont cultivables commencent à se faire très rares
Et l'immigration britannique accentue la surpopulation dans les régions cultivables, ce qui a pour effet d'accentuer la crise agricole. On a vu au cours précédent que les habitants des milieux ruraux de la campagne ont de la difficulté à rentabiliser leurs terres. La pauvreté augmente dans les milieux ruraux, à la campagne. Certains paysans commencent même à quitter le Bas-Canada pour aller vers les États-Unis. On va assister au début de l'exode des Canadiens français vers les États-Unis. On va donc maintenant étudier la pyramide sociale du Bas-Canada. Cette pyramide sociale du Bas-Canada est très importante. On peut y constater que le peuple, majoritairement francophone, a très peu de pouvoir. À vrai dire, son plus grand pouvoir est certainement de pouvoir voter pour des députés à la Chambre d'Assemblée. C'est donc pas surprenant que la majorité de la population francophone vote pour une majorité de députés à l'Assemblée qui sont également francophones. Le pouvoir du clergé et des seigneurs, qui sont également francophones, est en perte d'influence. C'est surtout la bourgeoisie professionnelle, les notaires, les avocats, les médecins, qui constituent maintenant la majorité des députés, qui sera un groupe qui aura de plus en plus d'influence. Toutefois, la bourgeoisie d'affaires et les dirigeants coloniaux qui contrôlent le vrai pouvoir politique, le gouverneur, le conseil législatif, le conseil exécutif, la bourgeoisie d'affaires qui contrôle l'économie reste anglophone. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une minorité anglophone qui domine le pouvoir de la province du Bas-Canada comparativement à une majorité de la population qui est francophone. Qui sont les dirigeants coloniaux? Bien entendu, le plus important, le gouverneur, nommé par Londres et le roi. Les officiers militaires et les hauts fonctionnaires membres des conseils nommés par le gouverneur. La bourgeoisie d'affaires est constituée des marchands britanniques, par exemple les Montrealers, mais aussi des loyalistes et des Écossais qui se sont joints à l'aventure. Avec l'apparition des banques, on a également des banquiers qui font partie de cette classe sociale. Si on regarde maintenant la bourgeoisie professionnelle, qui est majoritairement francophone, elle regroupe principalement des médecins, des notaires et des avocats, et même parfois des ingénieurs. Mais il n'y a pas de paysans dans cette classe sociale. Il n'y a pas d'ouvriers non plus. Le clergé et les seigneurs sont composés de seigneurs, de curés, de prêtres et également l'évêque de la colonie nommé par le pape à Rome. En ce qui concerne le peuple, qui est aussi majoritairement francophone, on va avoir quelques soldats, des artisans et bien sûr des agriculteurs. Il va également y avoir des journaliers, des ouvriers non spécialisés pour faire du travail dans les manufactures ou lors des chantiers, par exemple la construction des canaux. Les journaliers sont des ouvriers non spécialisés, donc qui n'ont pas particulièrement d'éducation, contrairement à la bourgeoisie professionnelle, comme les médecins, les avocats, les notaires et les ingénieurs. Cette diapositive est très importante également. Elle complète la pyramide sociale de tantôt. Ce que l'on remarque, c'est qu'on a une majorité de la population qui est canadienne-française, mais que le pouvoir est entre les mains d'une minorité anglaise britannique. Nous allons terminer ce module avec la situation des Amérindiens vers 1830. Avec le déclin du commerce des fourrures, les gouverneurs coloniaux n'ont plus vraiment besoin des Amérindiens comme alliés commerciaux ou comme alliés de guerre. Ils ont maintenant besoin du territoire pour faire le commerce du bois et accueillir de nouveaux immigrants. On va donc créer les premières réserves afin
de sédentariser les Amérindiens sur de petits territoires. Bien entendu, le fait de perdre de plus en plus de territoire pour les peuples nomades algonquiens signifie de graves problèmes. Leur territoire de chasse est réduit, donc ils peuvent avoir des problèmes pour se nourrir. De plus, les Amérindiens ne peuvent plus compter sur le commerce des fourrures pour apporter des revenus. Et il y a également de nombreuses épidémies qui feront descendre la population. Les autorités coloniales vont donc en arriver à la conclusion que la meilleure solution, c'est de forcer les Amérindiens à vivre dans des réserves.